Donc, il avait suffi à Freud de mettre en rapport deux signifiants bien distincts. Freud avait opposé le deuil et la mélancolie concernant des états profondément différents, n'ayant de commun qu'un affect douloureux. Il lui avait suffi donc de les lire ensemble, l'un avec l'autre, pour qu'ils prennent un sens nouveau, pour qu'apparaisse dans la psyché un objet profondément nouveau. Dans l'un, une perte évidente, célébrée, déplorée, dans l'autre, la même douleur apparemment, mais pas de perte apparente. Freud en avait déduit que la perte était présente dans les deux cas, si dans un cas elle n'était pas réelle, au sens où nulle mort n'avait eu lieu. Elle l'était pourtant, au sens où l'organisation psychique s'avérait avoir perdu un objet fondamental. Un objet était donc ainsi déplaçable entre le sujet et son autre, emportant avec lui une quantité d'investissement, de libido, d'affect considérable. Freud le déduisait en considérant que le mélancolique s'accusait des fautes dont il accusait en réalité l'objet qu'il avait en ce sens incorporé. Il ne considérait donc pas simplement l'affect, mais aussi les dits d'auto-accusation qui s'adressaient à l'objet. C'était une clinique, vous le savez, radicalement nouvelle à l'époque. Lacan allait ajouter à cela un dire, au-delà du dit de l'accusation. Un dire que lui, il référait au remords. Dans l'accablement du mélancolique, il ne voyait pas seulement la douleur de la perte, pas seulement les accusations à l'endroit de l'objet dans le moi, il distinguait en outre ceci: il s'agit de ce que j'appellerais non pas le deuil ni la dépression au sujet de la perte, mais un remords d'un certain type. Fin de citation. Donc, il ajoutait la dimension du remords comme quelque chose qui changeait la donne dans une mesure importante, nous allons le voir. Qu'est-ce qui différencie le remords de l'auto-accusation? On sait bien que c'est au-delà. Dans l'accusation de l'autre ou de soi, il y a, si on peut dire, encore un espoir. La véhémence de l'accusation espère convaincre l'autre et se convaincre soi-même de la raison, de l'échec, de l'accident, de la perte, etc. Dans le remords, il n'y a plus rien de tout ça. Dans le remords, l'irréparable a été commis, et précisément c'est irréparable. Dans la mélancolie, le remords est d'autant plus étrange qu'il semble impliquer une connaissance par le sujet de la faute qu'il a commise et qu'elle est irréparable, mais en réalité la nature de cette faute ne lui est pas véritablement connue la plupart du temps. Quelquefois si, j'y reviendrai. Comme si donc la certitude qu'il y avait une faute irréparable qui avait été commise, pardon, la pire qui soit, sans aucun pardon possible et à jamais. Autant la culpabilité est le sentiment d'avoir commis une faute, autant le remords est la certitude d'avoir commis la faute, indiscutable. Le mélancolique ne dit que cela, il s'affirme ainsi, c'est tout, et l'autre n'a que peu de place dans son dire, à part de convoquer son jugement. Il en appelle à son jugement. Lorsque cet autre est celui du transfert, par exemple, sa place est encore plus étroite. Il n'y a pas l'ombre d'une supposition de savoir qui lui soit attribuée, puisque le savoir de la faute est entièrement du côté de celui qui s'en accable. Ou plutôt, le savoir qu'il y a eu faute, puisqu'il n'est pas toujours, encore une fois, le savoir de la faute, de quelle faute il y a eu. En tout cas, la pire, l'irrémédiable, sans pouvoir donc quelquefois en énoncer la nature. La psychanalyse donc peut-elle avancer un peu plus loin sur la nature de ce remords? La mélancolie n'avait pas attendu Freud pour intéresser la pensée humaine, puisque elle s'était tenue a une place importante dans certains champs de l'Antiquité, chez Aristote par exemple, qui y voyait un trait des hommes d'exception dans la philosophie et les arts, de même que dans les sciences de l'État. Aristote avait en haute estime la mélancolie.
En revanche, le Moyen Âge en faisait un péché, on le sait, car il dénonçait dans la mélancolie un retrait hors de Dieu. Il ne dénonçait pas ce que Lacan a appelé une lâcheté morale dans la tristesse. Il n'a pas parlé de mélancolie, c'est pas la même chose. Le Moyen Âge dénonçait là un retrait hors de Dieu. Le romantisme, bien sûr, allait la restaurer massivement. Et depuis, elle a gagné le champ de la nosologie psychiatrique puis psychanalytique. Beaucoup de travaux psychanalytiques ont été produits sur cette mélancolie en la situant soit comme psychose maniaco-dépressive, appelée aujourd'hui bipolarité, soit comme mélancolie de certaines névroses qui sont assez fréquentes. Certains, comme les travaux de Marie-Claude Lambotte, étendent la mélancolie au-delà de la psychose et même au-delà de la névrose. Elle reprend les remarques de Lacan sur le remords, donc je reprends la citation, non pas le deuil ni la dépression au sujet de la perte d'un objet, mais un remords d'un certain type, et elle souligne qu'il y ajoute, déclenché par un dénouement qui est de l'ordre du suicide de l'objet. Un remords donc à propos d'un objet qui est entré à quelque titre dans le champ du désir et qui, de son fait ou de quelque risque qu'il a couru dans l'aventure, a disparu. Fin de citation. La réflexion de Lacan sur la mélancolie est incroyablement précise. Vous voyez là qu'on pourrait penser qu'il fait allusion à un cas particulier, tant c'est précis. Marie-Claude Lambotte reprend cette indication avec pertinence. Elle propose de situer la cause originelle de la disparition de cet objet dans le cadre du stade du miroir, considérant qu'il y a eu là un défaut du désir de l'autre pour soutenir chez l'enfant son image spéculaire comme idéal satisfaisant afin de construire son moi. Elle en conclut qu'il est alors impossible pour le sujet de s'approprier son corps, et elle voit là le défaut spéculaire fondamental du sujet mélancolique, qui se répétera, estime-t-elle, chaque fois que le désir de l'autre fera défaut d'une manière ou d'une autre. Alors se répétera le fait que le sujet prend la faute sur lui, en s'accablant. Si l'autre a cessé de le désirer, c'est qu'il n'était pas assez bien, qu'il n'était pas assez désirable, et il s'identifie dès lors au reste, au rebut, au déchet de ce désir perdu. Pourquoi, lorsque le désir de l'autre se retire, se produit-il ainsi une identification au déchet de ce désir? Et pas seulement dans la psychose. On pourrait penser qu'il n'y a pas besoin, qu'une opération logique, au bout du compte, pourrait être nulle. C'est-à-dire, après tout, si le sujet a été désiré et de là idéalisé, puis qu'ensuite, pour quelque raison, il ne l'est plus, on pourrait penser que le reste est égal à zéro, que ça s'annule, que l'affect correspondant pourrait être neutre. Une fois qu'on retire un plus, puisque c'était un plus, ça ne fait pas un moins, ça fait simplement un zéro. Or, on sait bien que l'inconscient ne fonctionne pas du tout comme ça. On sait bien que le plus souvent, il s'avère que quand l'autre part, il emporte avec lui, si on peut dire, la caisse, en tout cas beaucoup plus que ce qu'il a apporté. Pour l'inconscient, c'est le cas. Ce qui se retire lorsque l'amour est perdu creuse un manque. Le disparu emporte bien plus que sa mise. Il emporte notamment l'objet phallique qui s'était intégré à l'être de l'être aimé. Il l'en prive par conséquent, il l'enchâtre par conséquent. Et c'est ça qui se produit ordinairement, mais qui prend une dimension et une nature démesurée chez le mélancolique, à condition d'ajouter que chez lui, il ne s'agit pas forcément, voire jamais, d'une perte aussi réelle et aussi ordinaire que la mort d'un amour ou la mort d'un proche. Il s'identifie non pas, au moins, le mélancolique, il s'identifie au rien. Ce je ne suis rien, je ne suis qu'une ordure, qui peut résumer dans bien des cas l'énoncé mélancolique. Un rien, on le sait, ça n'est pas rien. C'est cette valeur positive du point de vue de l'économie du plus de jouir. C'est cet objet A, quand il oscille entre objet agalmique, phallique, merveilleux, et un déchet à odeur de pourriture. Le second, d'ailleurs, mobilise autant d'investissements, ce qui est frappant, d'investissements libidinal, voire plus, que le premier. La pourriture autant que la merveille.
Marie-Claude Lambaut désigne donc, dans la construction du sujet mélancolique, un défaut de la formation à l'origine de l'image spéculaire lors de sa validation par le désir de l'autre. Son énoncé anéantissant ne serait que le reste d'un raté de la reconnaissance au miroir par ce désir. L'autre, ce désir de l'autre, bien sûr, l'autre n'aura donc pas été à même d'accompagner l'enfant dans cette autonomie précaire mais puissante que lui confère la vision première de son unité et de sa maîtrise de l'image de son corps au miroir, à la condition que cette unité soit donc validée par le désir suffisamment solide et bien orienté de l'autre. C'est un point de vue proche de celui d'Olivier Douville, ici présent, qui appelle cela mélancolie au miroir, une expression que Starobinski utilisait à propos de Baudelaire. Il dit ceci: y est mise à mal la spécularité, puisque l'enfant n'y est plus que pour un reste mélancolique, pour peu que la mère n'ait pu s'offrir ou se prêter à ce semblant qu'une part perdue d'elle-même, alors se constitue pour l'enfant comme réserve et comme énigme étayante. Fin de citation. En effet, la fameuse, je vous donne la référence, c'est dans Remarques sur les mélancoliques persécutés, dans le bulletin de psychologie, numéro 421. En effet, la fameuse jubilation au miroir est précaire. Elle est partielle, elle est provisoire, et elle est suivie généralement d'une position dépressive, qui a été remarquée en premier lieu par Mélanie Klein. Sans remarquer, vous le savez, le stade du miroir, mais en remarquant la période dépressive. Le stade du miroir n'est pas seulement, en effet, une assomption triomphante de l'unité naissante grâce à la maîtrise que l'enfant découvre sur son corps, une maîtrise d'ailleurs qui est toute relative, puisqu'elle consiste à constater que son corps est une unité qu'il peut mouvoir à son gré en levant un bras ou en se baissant ou en le baissant lorsqu'il le décide. Ce n'est là qu'un premier temps. Ce n'est qu'une maîtrise imaginaire, par l'image, qui ne le mène pas à grand-chose pour l'instant. Tu maîtrises par l'image, même s'il meut réellement son bras, même si c'est réellement une maîtrise. C'est quand même une maîtrise imaginaire. Et il s'ensuit la découverte donc d'une maîtrise, elle, bien réelle, qui est celle que la mère exerce sur lui, pour autant qu'il dépend d'elle totalement, bien sûr, à cette étape. Lacan le souligne ainsi. Pour autant, je cite donc, pour autant que la forme de la maîtrise est donnée au sujet sous la forme d'une totalité à lui-même aliénée, mais étroitement liée à lui et dépendante de lui, c'est la jubilation. Mais il ajoute aussitôt que cette maîtrise partielle contribue également à faire découvrir à l'enfant ce qu'il en est de la maîtrise, elle, bien réelle en ce qui le concerne, et qu'elle n'est bien sûr pas la sienne. Il poursuit donc. Il en va autrement quand, une fois que cette forme lui a été donnée, il rencontre la réalité du maître. La réalité du maître, c'est celle-là, c'est à l'étape, ou à l'étage du miroir, c'est la mère, bien sûr. Ainsi, le moment de son triomphe est-il aussi le truchement de sa défaite. Lorsqu'il se trouve en présence de cette totalité, sous la forme du corps maternel, il doit constater qu'elle ne lui obéit pas du tout. Lorsque la structure spéculaire réfléchie du stade du miroir entre en jeu, la toute-puissance maternelle n'est réfléchie qu'en position nettement dépressive, et c'est alors le sentiment d'impuissance de l'enfant. Fin de citation. Vous trouvez ça dans le séminaire 4, la relation d'objet, page 186. La toute-puissance bien réelle de l'autre, donc, au regard de la puissance toute illusoire que donne à l'enfant l'image du miroir, son unité et sa maîtrise au miroir, aura bien sûr des répercussions d'autant plus problématiques que la maîtrise de la mère est plus pressante. Si elle ne peut pas admettre de voir le corps de cet enfant libre d'elle, séparé d'elle, bougeant de façon autonome, son désir par conséquent ne se satisfait pas de cette image et la volonté d'indépendance que fait naître chez lui le miroir ne la satisfait pas plus. Il est un autre cas où cette
toute puissance s'avère redoutablement réelle, c'est quand précisément le désir de la mère disparaît à cet endroit. Soit qu'elle s'absente, soit qu'elle se déprime, soit qu'un accident ou une maladie vienne à bout de son désir, quoi qu'il en soit, soit qu'un autre événement le produise, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on mesure avec ce point de vue lacanien la sottise si répandue dans nombre de courants psychanalytiques qui consiste à rappeler à tout bout de champ la soi-disant toute-puissance de l'enfant, quand dans la réalité, il est évidemment dans l'impuissance bien réelle et qu'il a à faire face à une toute-puissance tout aussi réelle, celle dont il dépend, les parents et surtout la mère. Il peut parfois, certes, enfler illusoirement, comme une grenouille, et c'est un aspect qui se retrouve dans nombre de névroses, particulièrement l'obsessionnel, mais le bœuf reste le bœuf, et la puissance est sans commune mesure du bœuf avec ce que l'enfant rencontre. Julia Kristeva reprend certains des éléments de Lambotte lorsqu'elle parle de deuil impossible de la chose, au lieu de parler du deuil de l'objet. C'est la chose maternelle, bien sûr, c'est celle de Lacan, en tant qu'instance de la jouissance primordiale, en tant qu'il l'a extraite, vous le savez, du Nebenmensch freudien, le premier étranger qui est le plus voisin. Et il a extrait la chose en l'opposant à la part qui est connue et en reprenant la part qui est inconnue, qui est la part de jouissance. À propos de la perte de cette jouissance que l'enfant subit, mais dont il faut souligner aussi qu'il s'en échappe, ça n'est pas seulement qu'il la subit, comme Kristeva a l'air de le dire, c'est aussi qu'il s'en sépare. Donc, à propos de la perte de cette jouissance de l'enfant, Julia Kristeva estime qu'il y a en général une dénégation de cette perte. Ben, ça veut dire qu'il s'en échappe. Alors, c'est possible, on peut, si on veut, appeler ça une dénégation de la perte que de s'échapper de la jouissance de la mère. Elle ne reprend pas du tout, là, vous le voyez, le point de vue lacanien. Et elle ajoute, pour spécifier la mélancolie, qu'ici, il s'ajoute un déni. Donc, c'est un déni de la dénégation de la perte. Alors, c'est intéressant, de la perte de la jouissance primordiale, bien sûr, c'est-à-dire de la chose. Absolument, c'est donc une double négation, bien sûr. C'est intéressant comme proposition, je dirais, et c'est intéressant, notamment dans la mesure où deux négations s'annulant l'une l'autre, il y a là un rapport profondément proche à la jouissance de la chose, à sa volonté toute puissance, qu'elle soit toute puissante, qu'elle soit bonne ou malveillante. Évidemment, elle le réfère surtout à la mélancolie psychotique, même si elle l'étend aussi aux névroses. Par ailleurs, Anne Juranville s'appuie sur l'idée du jouir à tout prix de Charles Melman et sur la fatigue d'être soi d'Alain Ehrenberg. Elle situe entièrement la mélancolie du côté de la psychose, donc de la psychose maniaco-dépressive, et la dépression du côté de la névrose ou du côté de la perversion. Ces apports sont précieux et ils sont en débat du côté de la nosographie psychanalytique, et il est important de les avoir en tête, c'est pourquoi je les mentionne, mais il me semble que pour saisir la portée du dire mélancolique, ils ne suffisent pas. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est le dire mélancolique. Raison mélancolique, c'est le dire mélancolique. Alors, pour ce faire, pour aller plus loin à propos de ce dire, nous devons nous appuyer donc non plus tant sur la nosographie, qui elle, là devient contingente, d'une certaine manière, que sur la structure, c'est-à-dire la façon dont se place un sujet parmi les éléments fondés par le langage dans son rapport au réel. Freud traitait le processus du deuil comme une récupération progressive, une réintégration dans le moi de chaque élément investi dans l'objet perdu. Surtout après sa perte réelle, bien sûr, mais parfois avant, puisque l'état amoureux pouvait aussi, à cet égard, être considéré comme un état investissant massivement l'objet au détriment du moi. Dans le deuil,
C'est un point de vue freudien, bien sûr. Dans le deuil, c'est ainsi que l'image spéculaire est réinvestie, tandis que celle de l'objet est progressivement désinvestie. Oui, mais ce processus-là ne vaut quant à l'image spéculaire, quant à la participation de l'image spéculaire dans cette affaire, qu'à la condition de savoir cette notation essentielle que Lacan ajoute à l'objet du deuil freudien, qui est que derrière l'image spéculaire, il y a un objet. Il y a un objet bien réel. C'est pourquoi elle est si importante, l'image spéculaire. Elle n'est pas importante comme une image toute seule, seule donnée. L'image habite cet objet, l'image habille cet objet. L'investissement, la libido que cette image véhicule vient de là, vient de cet objet, elle vient de lui, elle ne vient pas d'elle, de l'image. Or, le mélancolique, selon Lacan, connaît très bien cette présence de l'objet derrière l'image. Il tente de l'atteindre en attaquant son image. Il veut l'attaquer pour atteindre, dit Lacan, dedans l'objet A qui la transcende, l'objet dont la commande lui échappe. Ce sont des citations et je vous cherche la référence. Ça se trouve ici dans l'angoisse, séminaire l'angoisse, page 387-388. Alors, c'est en quoi d'ailleurs, en disant ceci, Lacan estimait qu'il devait à Deuil et Mélancolie de Freud, entre autres, la découverte de l'objet A, comme c'est mentionné dans l'argument. Mais le mélancolique attaque son image, ça n'est pas en termes imaginaires qu'il le fait. C'est ça qui est frappant. C'est en termes symboliques. Ce sont les mêmes éléments qui sont concernés par le remords, d'ailleurs. Lacan dit ainsi dans le transfert, remarquez, je cite, qu'il ne s'agit jamais de l'image spéculaire. Dans le transfert, page 458, cette fois. Il ne s'agit jamais de l'image spéculaire, dit-il. Le mélancolique ne vous dit pas qu'il a mauvaise mine, qu'il a une sale gueule, qu'il est un tordu. Il dit qu'il est le dernier des derniers et qu'il entraîne des catastrophes pour toute sa parenté. Dans ses auto-accusations, il est entièrement dans le domaine du symbolique. Ajoutez-y, dit Lacan, la voix, et il est ruiné. Cela n'est-il pas fait pour vous mettre sur la voie? Fin de citation. Le remords est en effet dans l'ordre symbolique. C'est essentiel de le saisir. Tout le signifiant est mobilisé autour de ce qui lui donne son sens, qui constitue sa cause de ce remords. Or, il y a lieu de penser que la voie vers la culpabilité est la même dans ce cadre que dans les autres cas en psychanalyse, c'est-à-dire la culpabilité surgit lorsque le sujet s'est détourné de son désir. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est coupable de s'être détourné de son désir. C'est parfois très bien de le faire, de se détourner d'un désir, même à ses yeux. Mais ça veut dire que lorsqu'il s'en détourne, lorsque son désir est abandonné, alors quelque chose s'y substitue qui est la culpabilité. Ce n'est pas un point de vue moral, ce n'est pas un jugement, comme on l'a entendu un petit peu sottement de nombre d'interprétations du texte de Lacan. C'est un constat économique. C'est ça qui se passe quand il s'est détourné de son désir. Il renonce à son désir, donc en général au profit de celui d'un autre, bien sûr, et lorsque l'autre désir disparaît, alors commence la faute. La faute d'avoir renoncé au sien. Vous pouvez observer ça dans l'expérience, très simplement. Et plus encore que la faute d'avoir renoncé à son désir, plus encore, c'est-à-dire que la culpabilité gagne du terrain, puisque vous savez que le surmoi réclame toujours plus dès qu'on lui cède. Plus encore que d'avoir renoncé à son désir, il se sent coupable d'avoir désiré celui qui a disparu, bien entendu. Et ça s'enchaîne. Quant au ressort du dit suicide de l'objet, selon Lacan, dans la mélancolie, dont il dit ceci, si l'objet est allé jusqu'à se détruire, en somme, ça n'était pas la peine, dit Lacan, de se détourner pour lui de son désir. Vous trouvez ça à la même référence dans le transfert. Colette Solaire, elle, remarque que toutes les dépressions comportent un suspens de la cause du désir. C'est aisément observable.
mais qu'en outre, dans la mélancolie, la faute est mise en position de cause. Elle dit ceci dans Perte et faute dans la mélancolie, dans Des mélancolies, un ouvrage collectif au champ lacanien en 2001, page 62. Et la faute comme cause de la perte, bien sûr, que le sujet prend sur soi. La boucle est bouclée à cet endroit. Quant à cette structure, donc, j'y reviens, du dire mélancolique. Il s'agit là d'analyser le dire mélancolique de la faute. On pourrait, si l'on reconnaît une spécificité structurelle, l'appeler alors mélancolie, quel que soit le cadre nosographique où on le trouve. Venu du symbolique, en effet, c'est une faute clamée, parfois de façon éhontée, comme le dit Olivier Douville, non seulement parce que les accusations sont implacables, mais aussi parce qu'elles sont souvent ordurières, ce qui signe une jouissance secrète. Pas très secrète d'ailleurs, mais secrète pour lui, évidemment, pas pour nous. Qu'il ait un caractère délirant, masochiste ou névrotique, se dire énonce que donc la plus grave faute qui soit a été commise, accomplie. Ça ne concerne pas le souhait ou la crainte d'une faute à venir. C'est une faute qui a eu lieu et qui est irréparable. Il y a là la malédiction d'une faute absolue, aussi absolue que celle qui en appelle au méfunailles, plutôt ne pas être né d'Oedipe. Cette malédiction est bien sûr celle d'Oedipe à Cologne, comparable à celle d'Oedipe à Cologne, prononcée par le cœur dans la pièce. Elle est prononcée par le cœur, cette malédiction, le cœur qui représente dans les tragédies grecques le sujet divisé, c'est-à-dire sur la scène, il y a le sujet arrivé au terme de la tragédie, donc mort comme un déchet sur la scène, et son énoncé, l'énoncé du sujet, est prononcé par le cœur. C'est comme ça que Lacan voit le sujet divisé dans la tragédie grecque, ce qui est évidemment extrêmement parlant et efficace. Je cite le cœur. Ne pas être né, voilà ce qui vaut mieux que tout. Et quand on est né, aller au plus vite là d'où on est venu. Voilà ce qui vient en second. C'est l'énoncé du cœur d'Oedipe. C'est ce que Lacan appelle dans l'éthique la malédiction consentie. Il dit ceci, Oedipe qui va, dit, jusqu'au méfunailles du véritable être pour la mort, à sa malédiction consentie, aux épousailles avec l'anéantissement, considéré comme le terme de son vœu. Vous trouvez ça dans l'Éthique, page 358. Il compare là cette malédiction consentie avec ce qu'on appelle alors, en psychanalyse, la réaction thérapeutique négative, basculant en un point de l'analyse vers une sorte de ravage. Il ajoutait, nous partons-nous de ce qu'on appelle pudiquement réaction thérapeutique négative, et que d'une façon plus relevée par sa généralité littéraire, j'ai appelé la malédiction assumée, consentie. Alors, vous voyez que le dire mélancolique s'approche déjà avec cette notion de malédiction consentie que Lacan propose. Il n'hésite donc pas à comparer le dire d'Oedipe à certains franchissements pathologiques qui parfois se traduisent en plutôt ne pas être né. Et précisément, le dire du mélancolique est celui d'une malédiction consentie, appelée même, il se place dans la conséquence d'une faute irrémédiable et il incarne par excellence une telle malédiction. Il se situe dans une zone comparable donc à celle qui a été appelée d'entre-deux morts par Lacan à propos d'Oedipe, et, comme vous le savez aussi, à propos d'Antigone. Antigone qui, elle, est condamnée réellement en deçà donc de la mort réelle, mais au-delà d'une mort consentie, puisqu'elle y consent. Pourtant, s'affronter à ce danger, comme le font parfois certains analysants, donne accès au désir, au règne du désir, où se renverse alors l'ensemble du propos. C'est quand même rare d'en passer par là,
actuellement en tout cas. Peut-être que Freud rencontrait fréquemment, puisqu'il le disait, de ces dépressions en fin d'analyse, enfin ce qu'il appelait évidemment la fin d'analyse et qui n'est plus du tout pour nous une fin d'analyse, bien sûr, ce qu'il appelait la fin d'une étape, c'était la fin d'une étape. Cette sorte de dépression, en tout cas dans mon expérience, c'est très fortement raréfié. Cette sorte de malédiction consentie de la réaction thérapeutique négative. Quoi qu'il en soit, le dire mélancolique énonce régulièrement, lui, plutôt ne pas être. Donc je vous parle par conséquent aussi, pas seulement des mélancoliques que j'ai pu rencontrer dans mon expérience analytique, mais aussi des mélancoliques que j'ai pu rencontrer en hôpital psychiatrique. Le dire mélancolique énonce régulièrement, de fait, plutôt ne pas être, mais il n'est pas constant que soit nommée la faute dont il s'accuse. Lorsqu'elle est nommée, il peut s'agir, pour l'essentiel c'est ce que j'ai rencontré moi, la faute incestueuse, sur un mode délirant, névrotique, ou parfois même réel. L'inceste a eu lieu, parfois, et la mélancolie s'ensuit, parfois. C'est l'accablement, en tout cas, de l'inceste réalisé, cette faute. Il peut y avoir aussi la faute du meurtre du père dont il s'accuse, mais dans ce cas, c'est un corrélat de l'inceste. L'inceste est tout autant convoqué par la faute du meurtre du père, comme Lacan le soulignait, parce qu'il équivaut à la jouissance de la mère. Par exemple, le dire mélancolique, qui est bien sûr à part de tous les autres, et qui comporte massivement le retour dans le réel d'un élément fort clos, qui déploie une temporalité parfois hors temps, puisque la mort ou la faute sont là de toute éternité, le corps étant parfois atteint au point qu'il n'y a pas de corps. Le symbole étant là sans signification, sans phallicisation, sans idéalisation. L'image du corps a été là tant attaquée, et là je rejoins bien sûr la description du Cotard, l'image du corps a été là tant attaquée qu'a été atteint derrière elle le reste du signifiant, son déchet absolu. Il n'y a plus que le A, l'objet A de l'ordure. La faute y est clamée, le plus souvent non nommée, elle reste innommable, quoique là aussi, elle reste dans la conséquence du méfunaille, plutôt ne pas naître. Parfois, elle est nommée. J'ai rencontré, pas souvent, certes, mais parfois, j'ai rencontré, par exemple, un homme hospitalisé en psychiatrie, aveugle, qui s'était aveuglé au vitriol. Et il vous dit ainsi, tout bonnement, c'est évidemment pas un psychanalyste, il vous dit ainsi qu'il s'est aveuglé au vitriol parce que, comme Oedipe, il devait se punir. Il ne peut pas dire en quoi il a commis l'inceste, mais il sait qu'il l'a commis. Vous voyez, il y a là une certitude qui est évidemment hors signification, qui est du symbolique dans le réel brut, et d'autant plus avec le passage à l'acte, bien entendu, où il s'est aveuglé. Et pourtant, il nomme sa faute inceste, mais pourtant, rien dans l'histoire de sa vie, dans son comportement, etc., ne vient appuyer ce dire. Il est donc ainsi tel un sujet aboli, laissant place au déchet aveugle qu'il est devenu, avec ce résidu féroce qui, en clamant la faute, la réclame encore. Seul sens possible face à ce qui n'en a plus, quand ce qui tenait son système a lâché. Je ne saurais pas les circonstances qui ont fait lâcher ce système. À l'hôpital psychiatrique, on a rarement la possibilité, en tout cas alors, la possibilité de parler vraiment du dire du patient. Tout autre est ce qui se produit au sein de la structure perverse. Non pas lorsque le masochiste rit de se faire si beau en ce miroir, c'est-à-dire si moche en ce miroir, de la déchéance où il se met en scène par contrat. Il n'y a là pas l'ombre d'une mélancolie. Il rit sous cape, comme Lacan le faisait remarquer. Il peut cependant, un masochiste peut cependant basculer parfois dans un dire mélancolique lorsque seront cette mise en scène de la jouissance de l'autre dont il se fait l'objet.
C'est tout à fait possible, mais pas dans cette mise en scène, évidemment. Sur le versant sadique, de même, il y a peu de mélancolie. D'ailleurs, l'inceste fait partie des transgressions programmées par Sade, bien sûr, dans son catalogue pour susciter Sade qui se place, lui, en position, enfin Sade, le héros de Sade, hein, je ne parle pas de Sade, qui se place, le héros, en position d'instrument de la jouissance de l'être suprêmement méchanceté. C'est ça la topologie, n'est-ce pas, du sadisme. Il n'est pas l'objet de la jouissance de l'autre, il est l'instrument de la jouissance de l'autre auprès, évidemment, de la victime. Mais comme Lacan le souligne, il a beau programmer l'inceste, le héros de Sade, eh bien, il le souligne de façon drôle. Pour ce qui est de la mère, en tout cas, il fait remarquer ça dans sa Kant avec Sade, vous le savez. Pour ce qui est de la mère, en tout cas, on n'y touche pas, elle est cousue, on ne passe pas par là. Lacan avait de façon drôle relevé le fait que devant ça, Sade reculait quand même. Là, il ne pouvait pas. Une bascule mélancolique peut se produire, donc, lorsque la structure lâche et que l'instrument de Dieu, même dans la perversion sadique, devient lui-même le rebut. Ça peut arriver. Alors, dans la névrose, une mélancolie peut prendre place. Par exemple, dans la structure obsessionnelle, du côté masculin, on observe souvent un désir trop massif de la mère qui a investi le garçon. Freud, évidemment, en parlait le premier, mais en parlant du trop de l'obsessionnel, vous vous souvenez, et du pas assez de l'hystérie. Un trop de désir, donc massif de la mère, investit le garçon, ce qui lui fait parfois penser qu'il lui a suffi de naître, d'exister pour que le père soit mort, en somme. C'est un meurtre de naissance, c'est un meurtre d'existence. Euh, 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 et c'est donc logiquement un, un, un point de vue, un fantasme ou un concept, plus exactement, dont vous savez combien il était cher à Freud. Le père, donc, meurt symboliquement en ce sens. Or, on sait que ce fait concorde tout de même assez souvent avec ce qui se produit réellement dans la névrose des mères. C'est-à-dire que leur désir sexuel disparaît lorsque cet enfant naît, surtout un garçon, effectivement, et que leur homme donc devient père, ce qui est fait la deuxième raison pour laquelle il est désinvesti, et ce qui est souvent implacable. C'est-à-dire quelque chose qui alimente une structure, qui alimente ce sentiment de fatalité, fatalité de la faute qu'il y a souvent dans la névrose obsessionnelle, surtout chez l'homme, en ce qu'elle touche de si près au réel de l'agencement de la structure. Du côté féminin, il s'agit plus souvent d'autre chose, de ce que Marie-Claire Lamboc évoquait dans la névrose obsessionnelle toujours, de ce que l'on rencontre dans l'expérience, c'est-à-dire d'un défaut du désir de la mère, même dans l'obsession, d'un défaut du désir de la mère à soutenir la formation du moi dans l'image spéculaire. Cette mélancolie au miroir, soit que la mère ait été dépressive ou malade ou absente ou incapable de tenir une position maternelle stable, il y a ce défaut presque originaire, pourrait-on dire, même si le stade du miroir n'est pas une origine. Ça n'est pas un narcissisme premier, vous le savez, comme Lacan l'a longuement souligné, parce que de narcissisme premier, il n'y a pas. C'est un narcissisme second, parce que le narcissisme commence à l'image spéculaire, à condition, évidemment, qu'il soit validé par le désir de la mère, puis du père. Dans ce cas, on peut rencontrer, dans la névrose obsessionnelle féminine, un appel désespéré au désir du père, un appel même à son désir incestueux ensemble, qui enfin la séparerait. Vous savez, Freud qui décrivait l'Édipe comme un havre pour la fille, c'est là que ça se rencontre particulièrement. Si enfin il pouvait la désirer, lui. Ou bien un reproche qui lui est fait au père de ne pas avoir désiré la mère assez.
parce qu'ainsi, ne l'ayant pas assez désiré, eh bien, il a échoué à soutenir ce deuxième pôle signifiant, qui pourrait restituer un sens à cette pétrification de, de l'enfant dans le désir de la mère ou dans l'absence de son désir, ce qui à un certain niveau, vous le voyez, revient au même. Dans ce cas aussi, l'inceste, donc, comme faute impardonnable, est bien souvent au centre du dire. Alors que le désir paternel, lui, est appelé comme visant à soutenir une forme de séparation à travers la pétrification maternelle. Enfin, pourquoi le dire mélancolique? Encore un petit peu de temps? Oui. Comment expliquer qu'un sujet se place dans la conséquence catastrophique d'une telle faute? La psychanalyse a découvert que l'être humain ne symbolise sa jouissance que par la voie de l'interdire, et à partir du cas donc où elle est interdite. Freud l'avait remarqué, Lacan l'a souligné. Il a souligné ce fait longtemps avant de saisir pourquoi l'inceste réalisé, puis son châtiment, était, dans les mythes antiques, la symbolisation par excellence. Qu'il s'agisse des dieux égyptiens de l'origine, des déesses mères et de leurs amants-fils, selon cette œuvre magistrale un petit peu datée, cependant, qu'est le rameau d'or de Frazer, le Dieu qui meurt, c'est là une étape majeure des symbolisations rencontrées, avant que le Dieu de la Bible, le Dieu de Moïse, survienne dans l'histoire pour proclamer quoi? Son horreur de l'inceste. Il commence par là, son horreur de l'inceste, et il commence par demander à Moïse de le bannir sous toutes ses formes, puisque vous savez qu'au moment au moment de l'histoire égyptienne, où le Dieu de Moïse émerge, le Dieu et le peuple de Moïse émergent comme s'exilant d'Égypte, c'est un moment, vous le savez, où l'inceste connaît des exceptions dans les lignées pharaoniques, et même comme une recommandation. C'est non seulement qu'il n'est pas interdit, mais il est même relativement recommandé, voire prescrit, que ça soit frère-sœur, pardon, ou que ça soit père-fille. Il y a différentes modalités de l'inceste égyptien. C'est donc dans ce contexte que le Dieu de la Bible, il faut l'avoir en tête, proclame son horreur de l'inceste. C'est une proclamation, enfin à travers Moïse bien sûr, c'est une proclamation tout à fait datée et circonscrite, et qui est circonscrite, il y en aura bien d'autres bien sûr, mais c'est celle-ci qui change radicalement le rapport à la jouissance des civilisations concernées. L'inceste dans l'expérience s'évoque chaque fois que la jouissance sexuelle manque à être symbolisée, de fait. Dans l'enfance, certes, La dernière phrase. L'accompagnement musical n'était pas donné. l'inceste dans l'expérience s'évoque chaque fois que la jouissance sexuelle manque à être symbolisée. Dans l'enfance, certes, mais aussi au-delà. Lorsqu'une modalité de rapport sexuel échoue, comme évidemment il s'avère assez régulièrement dans une existence, et que donc sa béance, cette béance du rapport sexuel, son absence, au sens lacanien, s'avère avec plus de force que l'ordinaire, alors l'inceste est évoqué, vous le remarquerez dans votre expérience, si vous y faites attention. Au point que, lorsque dans son dernier séminaire, Lacan concluait « Il n'y a de rapport sexuel qu'incestueux », en précisant entre les générations voisines, c'est très précis, c'est très concret, ça n'est pas une abstraction, ça n'est pas une espèce d'ésotérisme quand il nous dit ça. C'est très concret, entre les générations voisines. Ça voulait dire en somme qu'il n'y a que là où il est interdit, parce qu'évidemment, il ne prônait pas l'inceste entre les générations voisines. Personne n'a osé dire ça, même les contradicteurs les plus féroces de Lacan, et qui n'ont pas lu d'ailleurs. Même donc dans cet énoncé-là, ça veut dire qu'en somme, il n'y a que là où il est interdit, et où l'interdit est respecté évidemment, que le rapport sexuel a lieu.
Ça veut dire encore que ce rapport il existe si peu, ce rapport sexuel, et qu'il n'existe que par son interdit, que par là où il est interdit, que par le fait de l'interdire, etc., etc. D'ailleurs, nous le voyons d'une façon de plus en plus claire aujourd'hui dans l'état actuel de notre civilisation, où la loi sexuelle a reculé, c'est-à-dire donc l'interdit de la jouissance sexuelle, bien sûr, a fortement reculé. Il reviendra sans aucun doute, mais à l'étape actuelle, il a encore fortement reculé, hormis celle de l'inceste, précisément. Cet interdit-là n'a pas sauté et ne sautera jamais. L'absence de symbolisation du rapport sexuel par son interdit s'avère donc plus nue en cet état actuel de la civilisation, voire l'absence même du rapport sexuel s'avère plus nue lorsque la jouissance cesse à ce point d'être interdite. Et d'ailleurs, nous parlions la dernière fois à propos de l'angoisse, du fait que parmi les jeunes générations actuelles, c'est au point, l'absence du rapport sexuel est encore plus nue, au point qu'elle commence à frôler l'autre sens de l'équivoque, puisque vous savez que l'absence du rapport sexuel, le dire de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, est volontairement équivoque. Il part de l'expression courante rapport sexuel qui concerne l'acte sexuel, l'accouplement sexuel, pour justement préciser et montrer de façon ironique, franchement ironique, c'est très fort, pour montrer que justement ça ne fonde aucun rapport, cet acte-là. Hein, c'est très ironique. Eh bien, ça s'avère effectivement encore plus nu dans l'étape actuelle de notre civilisation que les jeunes générations vont jusqu'au fait qu'il y ait une absence de rapport sexuel tout court. Et pas seulement du rapport sexuel au sens où Lacan le dit, à savoir un rapport entre les sexes dans le langage qui soit sexuel, puisque dans le langage, évidemment, il y a bel et bien un rapport entre les sexes, mais comme vous le savez, il n'est pas sexuel, il est de pouvoir. Le rapport dans le langage des sexes, c'est que l'homme dispose de la femme. On est ce qu'il y a, on a ce qui est, comme disait Lacan pour décrire la loi sexuelle, jusqu'à une certaine date, bien entendu, où cette loi, comme vous le savez, s'est largement, massivement desserrée, ce qui n'exclut pas, là non plus, qu'elle se resserre à nouveau à l'occasion. Vous en voyez des occasions qui se profilent en certains points du monde. Je poursuis. Certains philosophes, un peu hâtifs, ont simplement jugé que le christianisme avait gâché le plaisir en général et le plaisir sexuel en particulier. Ils appelaient, c'est un peu daté ça aussi déjà, mais ça a été très présent. Ils ont appelé à l'Inde tantrique ou à la Chine taoïste comme antidote euh, pour un abord moins pathologique de la sexualité. Ce dont Lacan remarquait d'ailleurs, vous remarquez ça dans télévision, à propos du Tao, ce que le Tao prônait au regard du rapport sexuel. Il ne le cite pas dans télévision, mais je peux le dire, puisqu'il se trouve que j'y travaille pour un travail qui remonte jusqu'à la préhistoire sur le rapport sexuel. Le Tao, vous le savez pour certains, prônait, puisque le rapport sexuel est marqué, coupé par une soustraction de jouissance qui vient du fait de la détumescence pénienne, là où, ajoutons ceci, évidemment ça exige des développements de bibliothèques entières, mais je vais juste le résumer en 2 mots, ce qui là rend sensible le fait d'une découverte relativement récente, qui date d'une vingtaine d'années, pas plus, de ce que, une découverte, en tout cas une conception relativement récente, découverte de ce que l'homme, il y a 2 millions d'années, avait un os pénien, comme les primates. Et donc, que ce par quoi l'os pénien a été remplacé chez l'homme, à savoir un système vasculaire de détumescence-tumescence, est infiniment plus fragile qu'un os. Encore qu'il y a des éléments qui compliquent l'affaire, mais a priori, on peut concevoir ça comme ça. Et que donc, ce que Lacan décrit du rapport sexuel concret
pour montrer en quoi quelque chose intervient dans ce rapport pour que les deux jouissances ne soient pas conjointes, eh bien, c'est la détumescence. La détumescence pénienne. Donc, euh, 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 Lacan dans Télévision fait remarquer que le Tao est intéressant. En quoi le Tao est-il intéressant? Vous savez que les sagesses anciennes, que ce soit celle du tantra, pardon, des tantras ou celle du Tao chinois, avaient pour pratique spirituelle, mais tout à fait sexuelle néanmoins, d'essayer de retenir l'éjaculation. Hein. Et vous voyez la lumière que prend cet épisode de l'histoire, enfin, qui date des premiers siècles de notre ère. Ce n'est pas des sagesses préhistoriques, loin de là, c'est les premiers siècles de notre ère, qui ont été largement combattus plus tard, bien entendu. Et, consistait donc à faire remarquer que si on suspend l'éjaculation, eh bien, on suspend la détumescence. Donc, c'est des pratiques sexuelles spirituelles, attention, c'était pas des maisons closes, c'était des pratiques sexuelles spirituelles qui allaient contre la détumescence, dont l'homme et la femme, par conséquent aussi, avaient hérité de par l'évolution, faisant disparaître l'os pénien. Il luttait contre ça. C'était déjà très très loin d'eux, puisque ça date d'il y a 2 millions d'années, la perte de cet os pénien. Mais après tout, on peut l'évoquer aussi dans la Genèse, puisque dans la Genèse, certains chercheurs américains ont considéré, évidemment je soutiens tout à fait cette hypothèse qui m'intéresse particulièrement, puisqu'elle va dans le sens de ce que Lacan avait interprété de la métaphore de la Genèse, que lorsque Dieu soustrait l'os d'Adam, il ne s'agit pas d'une côte, évidemment, mais ça tout le monde le savait, mais quoi? Eh bien, il s'agit d'un os pénien. C'est donc pour expliquer, disent ces chercheurs, ce qui va tout à fait dans le sens de l'interprétation lacanienne que j'ai soutenue depuis longtemps, c'est donc fait pour expliquer que c'est Dieu qui a retiré, là c'est pas encore très loin dans l'histoire, que c'est Dieu qui a retiré l'os pénien de l'homme et qui à la place, vous connaissez la suite, a fabriqué une femme. Voilà. Plus une tumescence. Voilà. Donc c'est voilà, quelque chose qui... Alors, Lacan dit donc... Dieu il apporte la détumescence. Ah ben Micro? forcément, Micro? Micro? forcément, forcément. Dans une traduction de la Bible, Est-ce que vous pouvez prendre le micro? Oui, et il est dit. Attends, micro. Ah, pardon. Mais dans une traduction de la Bible, celle de Chouraki, je crois me souvenir, qu'il est écrit, il les fit hommes et femmes. Pas écrit. Oui, masculin et féminin. énorme, gigantesque. Oui, oui. Mais on va pas rentrer là-dedans parce que ça n'entre pas là-dedans. Parce que Lacan n'y entre pas. Pardon le micro. Lacan n'y entre pas pour une raison bien simple. C'est qu'il y a aussi toute cette histoire, c'est le côté, c'est pas la côte, blablabla, tout ça. Lacan n'entre pas là-dedans, pourquoi? Mais parce que pour lui, la Genèse, c'est l'invention même de l'objet A. Et si c'est pas une côte, si c'est un côté, c'est pas un objet A, c'est du miroir. Donc ça ne l'intéresse pas. Toutes les autres thèses ne l'intéressent pas. Et sur celles que je déploie, moi non plus, puisqu'il s'agit de l'objet A. Comment on invente l'objet A pour mettre la femme à sa place? Eh bien, on le fait donc à partir de la soustraction. Et alors, juste, je termine donc cette parenthèse venait de ce que je disais que Lacan l'évoque, ce Tao chinois dans Télévision. Il ajoute ceci, qui est très, très simple, très honnête, je dirais, que c'est très intéressant ce qu'ont fait les Chinois là-dessus, enfin, ils ne sont pas les seuls, à savoir cette thèse enfin, cette pratique qui va contre la détumescence, alors que, évidemment, vous savez que le Dieu de la Bible, il n'a pas seulement eu horreur de l'inceste, il a fait accepter, évidemment, il a fait accepter la castration du rapport sexuel, c'est-à-dire la détumescence. Il a fait accepter, ne serait-ce qu'avec le rite de la circoncision, qui est l'alliance. C'est donc bien là-dessus que ça porte. On ne peut pas se tromper. C'est bien là-dessus que l'alliance porte. C'est sur le pénis.
Donc, je termine enfin avec la remarque de Lacan sur le Tao. Et donc, il remarque que c'est très intéressant, cette démarche du Tao chinois, sauf que ça laisse froide notre jouissance, dit-il. C'est bien dit. C'est bien dit. Quand il dit notre, ça doit vouloir dire à la fois celle des hommes, évidemment le premier intéressé. Ça l'intéresse pas de repousser la détumescence. Et notre, c'est évidemment notre civilisation. Ça laisse froide notre jouissance. C'est la civilisation judéo-chrétienne. Je m'arrête là-dessus. Alors, revenons au mélancolique. Lorsque le mélancolique s'énonce comme celui qui a bravé l'interdit majeur, cet interdit qui, d'une certaine façon, donc permet d'assumer la voie de la jouissance, d'une certaine façon, en se soumettant à l'interdit radical, eh bien, lorsqu'il énonce qu'il a bravé cet interdit majeur et qu'il se place comme le déchet de cette faute accomplie, alors il est celui qui donne d'une certaine façon à l'inexistence du rapport sexuel une contradiction en acte, une contradiction majeure, une contradiction accablée. Il présente en quelque sorte cet interdit franchi qui fait macabrement exister, si l'on veut, le rapport sexuel en tant qu'incestueux. On peut concevoir que cette faute peut avoir été commise de façon névrotique ou bien délirante. Évidemment, c'est plus, quand même, beaucoup plus proche de la psychose dans ce cas-là, mais elle peut se rencontrer aussi dans la névrose, et elle peut se rencontrer que l'inceste ait été commis ou bien pas. Cette sorte de mélancolie, on la rencontre chez Virginia Woolf, qui a connu l'inceste, vous le savez, de par ses demi-frères lorsqu'elle était en début d'adolescence. Voilà, je m'arrête là-dessus. Cet énoncé, ce dire accablé de l'inceste commis, qui évoque un dire accablé de l'existence sous cette forme du rapport sexuel. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Gisèle. Je crois que j'étais impatient d'entendre concernant des mélancolies ce que tu allais pouvoir nous y apporter d'après ta connaissance du travail de Lacan. Et j'avoue que je suis pas déçu. Euh, c'est c'est sérieux, c'est costaud. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, peut-être du camarade Douville, mais moi j'en avais une déjà. Je voulais juste peut-être que tu puisses, j'avais l'impression que ça se terminait un peu abruptement, ce que tu disais, que tu puisses revenir sur ce que tu disais à la fin, à savoir, si j'ai bien saisi, le mélancolique apporte à l'interdit du rapport sexuel une contradiction. L'interdit de l'inceste. Ah, d'accord. Oui, alors, effectivement, là, j'ai fait une grosse erreur, d'accord. Tu veux bien peut-être redéfinir ça une seconde? C'est-à-dire ma conclusion. Oui. C'est une conclusion provisoire, bien entendu. J'en fais pas une théorie, bien entendu. C'est juste une remarque qui m'a paru importante dans la mesure où euh, euh, la structure du dire mélancolique, d'abord, est beaucoup plus importante pour nous que le contexte nosographique dans lequel elle se tient. Et c'est pourquoi je maintiens que même dans une névrose où il n'y a pas l'ombre d'un délire, où il y a certes une forte culpabilité, mais où elle n'est pas énoncée sur le mode du déchet, comme l'est le mélancolique, eh bien, là aussi, il y a quelque chose qui se rapproche de la faute suprême dans son énoncé, et que cette faute suprême soit donc évoquée. Par exemple, elle peut être évoquée à partir d'une ambiguïté, mais très mince, dans les gestes effectués par rapport au père, par exemple. Quelque chose très très mince qui n'engageait nulle faute, manifestement, ni du côté du désir du père qui était manifestement pas évident, et ni du côté du désir de l'enfant qui n'était
qui était juste fantasmé à ce moment-là sans être du tout compris. Et bien pourtant, là aussi, même dans un cas comme ça aussi, qui est pourtant une vraie mélancolie, du moins, je le pense, qui était, puisqu'elle avance bien entendu avec l'analyse, qui était une vraie mélancolie. Même là, je pense, on peut entendre quelque chose de l'ordre de cette proximité, cet appel à l'interdit de l'inceste comme faisant exister le rapport sexuel. Voilà. Rapport sexuel, dans la définition lacanienne, bien entendu, encore que dans le sens courant aussi, d'une certaine façon. Mais dans la définition lacanienne, bien sûr, c'est-à-dire d'un rapport. Alors là, pour un enfant, c'est entre père et mère, entre les deux sexes, donc entre père et mère, qui soit dans le langage inscrit, alors qu'il n'est pas dans le langage inscrit, autrement qu'en termes de pouvoir, hein, en termes de le nom du père. Selon le système du nom du père, il est inscrit. Donc, pour reprendre un peu ce que tu as déployé, quand le dire mélancolique, pardon, ce serait, je préférerais ne pas être né, c'est une contradiction apportée à l'interdit de l'inceste. Une conséquence. Oui. C'est un petit peu plus éloigné parce que ne peut pas rapprocher tout à fait tous ces dire comme s'ils provenaient d'un même dire. Le méfunaille, c'est une image que Lacan a pris. Ça veut pas dire que. euh, non, non, attends. Ça veut pas dire que euh, 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 il soit l'énoncé comme tel, certes d'un certain nombre de mélancoliques, mais je veux pas en faire, disons, le concept du mélancolique, voilà. Pas plus donc que le fait que la faute irréparable soit l'inceste, je l'ai dit dans mon expérience, je l'ai rencontré souvent, qu'il ait été commis ou pas, hein, symboliquement délirant ou pas, enfin, bon, quelle que soit la forme, même si je l'ai rencontré souvent et même si je soupçonne que ça doit être presque dans tous les cas la faute majeure qui est en question chez le mélancolique, je ne veux pas en faire du tout un concept parce que je ne saurais le vérifier. En aucun cas. Euh, qui veut intervenir, poser une question, faire un commentaire, que ce soit par Zoom ou par ici même. Voilà, Olivier. Oui. D'abord, je trouve il y a quelque chose d'irréductible dans la mélancolie, cette conviction. Il y a un autre point, moi, qui m'a souvent retenu, c'est la difficulté d'élaborer une scène primitive, hein, comme s'il y avait un branchement direct sur l'inceste, quoi. La scène primitive, c'est quelque chose qui est un dispositif anti-fascination par l'inceste. Et je trouve ça très très important parce que aussi bien s'il n'y a pas cette élaboration de scène primitive, y compris le fantasme en bas un enfant devient un fantasme d'une extrême cruauté. Parce que ce qui manque à ce moment-là, c'est de peur que je sois pris pour le préféré ou quelque chose. Toutes les déclinaisons que Freud amène à en bas un enfant. Et en fait, souvent le mélancolique, c'est l'enfant unique d'une scène insupportable. Comme ça, donc c'est aussi très très compliqué de pas. Il y a une pièce qui semble manquante, c'est par exemple la rivalité fraternelle. C'est quelque chose qui donc je crois que là on touche quelque chose grâce à toi d'assez important pour la conduite des cures, quoi. Et tu veux dire question d'inceste? Ouais. Oui. Donc, Avec les opérateurs tu es plutôt d'accord, mais ça ça me fait très plaisir parce que ça m'étonne pas d'ailleurs parce que l'angle d'abord qu'on avait est tout à fait comparable. J'ai rien de plus à dire là-dessus. S'il y a une question? Oui, d'autant plus que un premier jet en figure déjà dans figure de la psychanalyse. Je l'ai réécrit, j'ai ajouté des choses, etc. aujourd'hui, bien sûr, mais il y en a déjà un premier résumé qui est quand même assez dense.
J'ai oublié le numéro. J'ai oublié le numéro. Ça doit se trouver. Quand est-ce qu'on pourra lire votre travail Et qui est en cours? même réponse, vous pouvez trouver une partie du travail de Gisèle dans un article publié dans la revue Figure à propos du mélancolique, du dire mélancolique. Du rapport sexuel. Alors voilà. Prochain, il n'est pas dehors. Il n'est pas dehors. Pas dehors, mais bon, on peut l'annoncer. Non, pas encore. Pas encore. Non, Non. non, là, c'est entre nous. Alors, je regarde si j'ai la référence de Figure, mais je suis pas sûre. Je vais la prendre sur RS. Je vais la chercher sur RS. Tiens, continuez pendant ce temps. Je la D'accord. cherche sur RS. Dominique, tu voulais poser une question, non? Je pensais que tu te levais pour ça. Non. Bon, quand même. Peut-être une position psychiatrique quand même. Ma première patiente mélancolique, c'était une femme qui réclamait à tout prix, j'étais interne, qui réclamait à tout prix des électrochocs que je ne voulais pas lui donner. Et elle m'en a énormément voulu en disant que quand elle avait des accès mélancoliques comme ça m'a frappé. Il y avait que les électrochocs qui la soulageaient et que surtout, en fait, elle savait que son accès serait fini au bout de 6 mois. Et en fait, oui, et que ça durait 6 mois et que elle me disait que j'ai augmenté ses souffrances en refusant un électrochoc. J'avais une vingtaine d'années à l'époque. Et donc, j'étais contre les électrochocs, ce qui serait peut-être pas comme ça maintenant. Mais en tous les cas, ce qui me pose question, c'est est-ce qu'il y a... J'ai deux expériences qui m'ont frappée. Celle-ci, où elle m'a dit, ça durera 6 mois, et au bout de 6 mois, je m'en sors sans choc. Avec choc, ça durait. Après le choc, elle allait mieux. Et c'était fini. Et sans le choc, elle savait que ça allait durer 6 mois. Donc, et c'est des choses que j'ai retrouvées dans des accès mélancoliques qui durent qu'un certain temps. Et on ne sait pas pourquoi, parce que j'ai assisté à la fin de son accès mélancolique et j'ai repéré aucune raison. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui m'a interrogée. Bon, la deuxième expérience que j'ai eue, c'est mon internat à Fleury-Mérogis, où j'ai quelqu'un qui s'auto-accusait du meurtre de son mari, qui avait fait déjà 2 ans de prison. Et en fait, quand à la reconstitution, c'était faux. Donc, en fait, j'ai eu la justice au bout du fil et c'était une expérience dingue. Elle s'est auto-accusée, c'était en fait un suicide. Et à la reconstitution, on n'a pas pu le faire. Et elle a fait 2 ans de prison. Et après, elle a été transférée immédiatement en psychiatrie. Et je crois que la force de l'auto-accusation, je n'étais pas la seule à l'avoir vue. Il y avait le chef de clinique et tout ça. Et toute la justice n'a pas remis en cause son auto-accusation. Donc ça a été une expérience aussi très forte. Mais la résolution au bout de 6 mois, ça m'avait aussi pas mal interrogée. Puisque j'ai rien retrouvé, parce que je l'écoutais quand même, elle m'engueulait tout le temps, mais j'ai rien retrouvé qui puisse permettre de... Pourquoi ça s'arrêtait, quoi. Voilà, bon, c'était une question. Bah, écoute, ce que tu dis là, ça m'évoque quelque chose que tu as souligné, Olivier. Je crois c'est dans le propos du mélancolique, il y a une espèce de conviction, de certitude. Moi, dans mon expérience, j'ai rencontré peu de mélancoliques à l'hôpital psychiatrique, mais ce qui m'a toujours sidéré, c'est que ça paraît mais même pas possible de douter de rien, quoi. Je suis la merde qui est responsable du malheur du monde. Il n'y a rien à dire à ça. C'est impossible de critiquer. C'est un dialectisme, comme tu dis. On a trouvé la référence, c'est le numéro 26, 2013. Numéro 26 2013. Marco, une petite remarque. Non, je pensais par rapport à cette vérité du mélancolique, ça touche aussi à la phrase de Freud par rapport à qu'il faut être malade pour voir cette vérité. D'un point de vue, c'est vrai que nous sommes des déchets, que nous sommes bon à rien, etc.
Mais justement, il faut l'oublier un peu pour faire des choses. Oui. Micro, Madame Jaboudez. Est-ce qu'il y a des questions sur le Zoom? Oui, j'avais vu passer une question tout à l'heure, mais euh, Zoom. Non, non. Si, j'aurais une question. Bonjour. Gisèle, Fabrice Bonnet. Euh, C'était plus pour le dépressif. Lucien Israël disait, mais c'était un peu réducteur, que le dépressif était prisonnier. Il utilisait le mot incarcéré dans le désir de l'autre et souvent de le désir Mhm, de la mère. mhm. Comment vous pourriez juste commenter par rapport à la mélancolie En tout cas, par rapport à la dépression, c'est sûr. C'est-à-dire que le désir de la mère, c'est quelque chose de très vaste, qui peut avoir une définition très vaste, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'absence du désir de la mère, c'est aussi puissant qu'un désir bien solide et bien orienté. C'est donc toute cette dimension qui soit manque, soit se déploie correctement. Et dans tous les cas, c'est un désir. Pas de désir, c'est un désir, d'une certaine façon. Donc, dans la dépression, c'est sûr. Dans la mélancolie, dans l'évocation que j'ai faite d'une possibilité de construction à partir d'un manque du désir de la mère, je serais assez d'accord avec la formule, dans le sens où c'est aussi, dans ce cas, être incarcéré dans le désir de la mère, y compris sous la forme de son absence. Là aussi, j'en fais pas une généralité. Il y a forcément bien des mélancolies qui se construiraient autrement. Mais dans ce cas-là, il est patent et d'une façon quand même assez fréquente, il est patent que cette construction du désir de la mère au miroir et donc qui valide la construction du narcissisme secondaire soit avérée et puisse être énoncée comme l'incarcération, pourquoi pas dans le désir de la mère, je suis d'accord.